L'essence de la danse, le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Bonjour à tous, ça y est, nous voilà repartis pour une nouvelle saison et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour de nouveaux échanges, de nouveaux formats et surtout une nouvelle temporalité. Car désormais, vous allez pouvoir me retrouver chaque semaine pour un nouvel épisode d'Essence de la danse. Alors pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir de recevoir une célèbre danse-thérapeute, France Scott Billman. Véritable pionnière dans l'art-thérapie, elle est psychanalyste et enseigne à l'université Paris-Descartes. Elle a écrit des ouvrages, dont l'un que j'ai littéralement dévoré, La thérapie par la danse rythmée, les bienfaits de la danse. En le lisant, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Vous savez, ce moment où la musique vous traverse, où le rythme devient une énergie qui fait vibrer le corps et l'âme. Elle a su mettre des mots sur ce ressenti tellement puissant qui a rendu pour moi la danse vitale. À travers la trance, France Scott Billman a développé une méthode qui nous reconnecte à notre pulsion de vie en nous reliant tout simplement à la pulsation de notre cœur. Quand ils entendent la pulsation, il y a quelque chose qui se passe. Quand je dis la pulsation, ça veut dire vraiment une régularité. C'est la cadence. Ce battement du cœur, c'est comme le geste des rameurs. C'est un va-et-vient qui se répète comme le souffle respiratoire. Et c'est vraiment la vie. Le désir de vivre, c'est l'amour aussi, voilà. Ce qui se transmet aussi aux descendants et qui font que eux aussi vont vouloir transmettre, etc. Et ces danses-là ne sont pas des danses tristes. Aujourd'hui, on va se relier à notre pulsation, celle du cœur, pour nous relier à notre pulsion de vie. Un retour à nos souvenirs originels, pour ne pas dire transgénérationnels, qui a le pouvoir de nous guérir, que l'on soit malade ou pas. Aujourd'hui, nous allons faire place à la transe pour nous relier à notre être profond. C'est le voyage qu'elle nous propose et comme souvent, nous aurons plusieurs escales. Cette fois-ci, ce sera le continent africain. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles. Votre soutien est essentiel, vous le savez, pour que ce podcast continue de grandir. Alors un grand merci pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour France. Bonjour Myriam. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va très bien. Oui, je suis vraiment ravie d'abord, sachez-le, de vous recevoir sur ce podcast. Est-ce que vous pourriez me dire d'abord votre premier souvenir de danse ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Oui, je m'en souviens très bien. Comme toutes les petites filles de bonne famille, disons, j'ai fait de la danse classique. Autant qu'on peut en faire quand on a 3-4 ans. Et je me souviens de madame, je crois qu'elle s'appelait Roubalov. Enfin, c'était une Russe, évidemment. Et oui, évidemment. Qui était très rythmique. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais elle s'impliquait. Elle s'impliquait corporellement, elle aussi. Non, parce qu'après, j'ai eu d'autres professeurs de danse classique qui restaient habillés et qui disaient même chose. Et 1, et 2, et 3, et 4, posés, tendus, reposés, pliés, qui ne se déshabillaient pas. Et là, elle s'impliquait et elle m'a transmis une certaine flamme. Déjà. Disons qu'elle a réveillé une certaine flamme qui, je pense, remontait à plus loin. À plus loin, c'est-à-dire, c'est quand ? Peut-être comme tous les bébés. Mais moi, je suis d'origine alsacienne et c'est en Alsace qu'il y a eu la première forme de danse-rythme-thérapie, la thérapie de la danse de Saint-Guy, qui était une choré désordonnée au Moyen-Âge. On emmenait les malades en pèlerinage dansant jusqu'à une chapelle à Saverne, qui est ma ville natale, une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Guy. Un peu l'ancêtre de la danse-rythme-thérapie, parce que mon idée, c'était toujours que la danse-thérapie n'a pas commencé en 1954 aux États-Unis, mais que ça existe depuis toujours, sous d'autres noms, évidemment. Donc, vous étiez, dès votre plus jeune âge, finalement, sensibilisé à ça ? Au rythme. Au rythme. Au mouvement rythmé. Et c'est là que tout commence, finalement. Je suis psychanalyste, alors on ne sait jamais où tout commence, en fait. Je pense que ce que je vous disais, ça remonte à des générations d'avant aussi. Mais là, ça passe par des voies plus mystérieuses. Dont on va parler. Quel est un petit peu votre parcours pour arriver, finalement, à créer cette danse rythme-thérapie ? Alors, c'est passé à la fois par le fait que j'ai toujours fait des danses rythmées. D'accord. Vous faisiez quoi, par exemple ? J'ai eu la chance, étant dans l'Est de la France,
donc un peu sous l'influence des enseignements rythmiques des Suisses, d'Alcroze, des gens comme ça qui ont vraiment fait un enseignement très structuré, très scientifique des rythmes. Et là-bas, il y a toute une éducation rythmique qui allait jusqu'en Alsace, je ne sais pas pourquoi. Donc c'était des danses très joyeuses, très mélodiques en même temps, mais très rythmées. Et on avait des espèces de petits chaussons. C'était pas les chaussons à pointe de la danse classique, mais c'était très agréable, vraiment. Donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Après, quand j'étais ado, mes parents m'ont inscrite à des danses de société. Ah, À l'époque, c'était le boogie, bien sûr, toujours aussi le tango, la valse, enfin les universaux. Hein, voilà. c'était du tango argentin ou... Non, Ah, c'est le à tango. l'époque, vous savez, c'était... on faisait 2 pas d'un côté, un pas de l'autre, ce genre-là, quoi. En se laissant quand même entraîner par la musique. Et je crois que mes premières expériences de trance, c'était à ce moment-là. Vraiment, je partais, moi, sur la musique. Donc ça, c'était la période danse de société que j'ai beaucoup aimée. D'autant plus qu'elles se dansaient en couple. Oui. Et donc, c'était l'époque où j'étais ado. Donc, voilà, c'était... Donc c'est une manière de rencontrer. Quand Oui, même voilà. une des fonctions de la danse. Ben oui, bien sûr. Et après... après, pourquoi est-ce que je suis venue à la danse contemporaine ? Oui, il y a eu un gap, là. J'ai pas vraiment beaucoup dansé. J'ai fait des études de biologie. Et puis, j'ai accouché de ma fille et j'ai eu des problèmes de dos. Et le médecin m'a dit, ah, là, il faudrait quand même refaire du sport. Et puis, j'ai rencontré une de mes amies en baladant mon bébé au Luxembourg, voilà, comme elle, qui m'a dit, ah, tu sais, à la Schola Cantorum, il y a de la danse contemporaine avec Karine Wener, qui est une élève de Marie Wigman. Bon, elle est morte maintenant, Karine. Et j'ai fait plusieurs années avec elle. Je ne me suis pas approprié cette danse-là. La danse Parce contemporaine. que pour moi, elle n'est pas assez rythmée et c'est un peu trop cérébral pour moi. Voilà. Mais c'était intéressant. Hein. Puis, comme disait Karine, il y a tout à faire hein, avec vous. Placer le corps et tout. Parce que, voilà. D'accord. Elle disait ça à beaucoup de monde, faut dire. Mais bon. Sympa. Ah oui, c'était une Allemande. Hein. Bon, l'école de Marie Wigman... le dos plat, hein, même à mon âge, je le fais encore parfaitement parce qu'on faisait ça avec la règle. Ah, dis donc. Et puis elle nous tapait dessus si c'était pas. Ah ouais, c'est à l'ancienne. Ça, pas méchamment. Ouais. Pas méchamment. D'accord, ça va. Mais quand même. Et puis, c'est dans ce cours-là que j'ai entendu de certains élèves qui fréquentaient aussi le centre américain, qui était boulevard Raspail à l'époque, là où il y a maintenant la Fondation Cartier, et qui était vraiment un lieu fantastique où il y avait tous les modes d'expression underground, en fait, le free jazz, tout ce qui se faisait à New York, mais qui n'était pas tellement bien vu des Blancs, s'est exporté à Paris, en fait. Et donc, les élèves chez Karine parlaient de ce cours d'expression primitive, animé par Ernst Duplan, qui est un chorégraphe haïtien. Et donc, je suis allée voir. Et alors là, j'ai été sous le choc tout de suite, parce que ça n'avait rien à voir avec les cours de Karine. C'est très tribal. Ouais, primitif, donc il y a quelque chose de primitif. très dans la terre. Voilà, dans la terre, et avec des gestes symboliques. On faisait des grands animaux, des grands fauves, des guerriers, enfin toutes sortes de personnages mythologiques, puisque Haïti, c'est le pays du vaudou. Tout à Donc fait. le vaudou, qui a souvent mauvaise presse en Europe, parce qu'on ne voit que l'aspect sorcellerie, qui est en fait lié à toutes les religions. Hein. Le christianisme aussi a son aspect sorcellerie. Il n'y a qu'à aller voir dans les campagnes françaises encore comment ça se pratique. Donc il utilisait beaucoup les figures des divinités vaudou, parce que c'est un panthéon, un peu comme en Grèce antique. Dans tous les panthéons, il y a toujours un dieu de la guerre, une déesse de l'amour, un dieu serpent, pas mal de dieux animaux. Donc lui, il n'était pas pratiquant vaudou, mais il utilisait ça déjà comme archétype. Il cherchait vraiment les universaux. Et ce cours avait un succès fou, c'était dans les années 75. Il y avait 50 personnes à son cours, il y avait plusieurs percussionnistes, c'était impressionnant. Et on met la voix en même temps. On chante. Alors lui, c'est pas les chants. C'était pas tellement du chant. Moi, j'ai introduit le chant après, la mélodie. Mais lui, c'était surtout des hou, des ha, des he. C'était vraiment une énergie virile. Hein. D'ailleurs, il disait, je veux un corps bandé. Ah, d'accord. On lui disait, oui, mais nous, les femmes, enfin bon. Comment fait-on ? Mais bon, il transmettait vraiment une énergie fantastique. Alors, je suis restée 7 ans son assistante. D'accord. Donc, vous avez beaucoup appris à ses côtés. Oui, j'ai beaucoup appris. L'expression primitive, en fait, ça a ceci de particulier qu'on n'apprend pas tellement. On retrouve des choses qu'on a en nous, en fait. On ressent.
Et là, effectivement, j'ai été convaincue par son idée d'universalité, parce que moi, j'ai rien d'haïtien. Pas comme ça, en tout cas. Rien de commun, en fait, avec sa culture, apparemment, en tout cas. Et pourtant, c'est moi qui l'ai choisi pour être son assistante à l'époque. Donc, je pense que ça réveillait en moi quelque chose de primitif, qui vient peut-être, donc, je vous disais, de mes ancêtres alsaciens qui ont fait la danse de Saint-Guy, je ne sais pas. Et puis, il parlait beaucoup aussi de l'esclavage, c'est une énergie de rébellion. C'est politique, finalement. Tout ce qui est autour de la pulsation, oui, c'est politique, même dans nos contrées. Hein. Bien sûr. Le rock, le hip-hop, le rap, tout ça, c'est quand même des énergies d'affirmation de soi. Et la très forte affirmation de soi, ça va vite vers la rébellion. Et parallèlement à ça, je faisais une thèse, parce qu'après la biologie, je suis parti vers la psycho, après 68. Et ma thèse portait sur la comparaison entre les formes de danse-thérapie traditionnelle et la psychanalyse. Parce qu'en fait, je suis parti sur la piste ouverte par Claude Lévi-Strauss, quand il compare chamanisme et psychanalyse. Sauf qu'il ne s'est pas vraiment intéressé au corps. Lui, ce qui l'intéressait surtout, c'était les récits que font les chamans, qui sont des récits symboliques, qui mettent en métaphore les troubles des patients, en métaphore mythologique, hein, pas n'importe quelle métaphore. Mais il n'avait pas abordé l'aspect rythme. Même si il parle quand même du fait que le chaman, dans le récit qu'il fait aux patients, il répète beaucoup, il a un rythme haletant. Il répète par exemple, tas de fois, le chaman est entré dans la hutte de la malade, le chaman est entré dans la hutte de la malade, le chaman... Il y a quelque chose de lancinant comme ça. Il y a quelque chose de rythmique, d'hypnotique. Mais bon, il n'a pas approfondi du tout cet aspect-là, c'était pas celui qui l'intéressait le plus. Et donc, comme je faisais de la danse par ailleurs, j'ai été voir les danses dans tous ces pays où on pratique des cultes de possession. Donc vous êtes allé où ? Faites-nous voyager. J'ai fait d'abord plusieurs pays d'Afrique. Le Bénin. Le Togo, le Bénin, parce que c'est vraiment la source du vaudou. Tout à fait. Parce que le vaudou haïtien est en fait, évidemment, d'origine africaine. Puisque c'est les malheureux qui ont été emmenés en esclavage de l'autre côté de l'Atlantique qui ont emmené ça avec eux. C'était tout ce qu'on leur laissait, hein, c'était le vaudou. Parce que ça distrayait les Blancs. Les danses distrayaient les Blancs. C'est très choquant, mais voilà, c'est comme ça. J'imagine que ça a dû être des expériences assez incroyables. Oui, c'était assez incroyable parce que pour entrer dans ces cérémonies, les Blancs ne sont pas évidemment persona grata, même si à l'époque, en payant, c'était encore possible. Depuis, ça ne l'est plus, je crois, même c'est en secret. payant. Ouais. Au Bénin, ça ne l'est plus, secret, depuis quelques années, parce que, et ça c'est une bonne chose, les Africains se sont rendus compte de la valeur de leur culture. Et maintenant, c'est presque un produit touristique, le vaudou au Bénin. J'ai pas de contact avec le Togo, mais j'ai des amis qui vont souvent au Bénin. Il faut y aller au mois de janvier d'ailleurs, parce que c'est là que se passent toutes les grandes cérémonies. Et elles sont spectaculaires. Pas forcément dans les temples vaudous. Ça peut se passer dans les carrefours, dans des lieux importants comme ça. Il y a des divinités qui surgissent, qui ont des costumes absolument extraordinaires. Il y en a un, par exemple... c'est Sakpata. Il tourne, il a un immense costume fait de fibres de raffia, et quand il tourne, il a absolument l'air d'une toupie. Et alors on voit cette toupie qui se déplace comme ça, et bien sûr on ne sait pas qui est dessous, puisque normalement c'est la divinité. Hein. Bien sûr c'est un personnage humain, mais c'est des danseurs extraordinaires qui sont là-dessous. Et donc les danses sont fantastiques. Dans un culte thérapeutique, évidemment, il n'y a pas que la danse. Parce que encore maintenant, la danse-thérapie, il faut aussi, ça va rejoindre le titre de votre podcast, il faut que ça ait du sens. Et le sens pour eux, c'est les divinités, et c'est les histoires de ces divinités qui, en fait, donnent du sens aux histoires des hommes. Parce que c'est les mêmes histoires, des histoires d'amour, des jalousies, des meurtres, mais des belles choses aussi. Et en particulier, c'est très, très, très artistique. Les couleurs, les danses elles-mêmes. C'est quand même hyper impressionnant quand même. Hyper impressionnant. Hyper impressionnant. Et puis, quand c'est dans un temple vaudou, le cadre aussi est impressionnant parce que y a des sacrifices, déjà. Déjà, pour entrer, il faut faire un sacrifice.
qui n'est pas seulement d'argent. Par rapport à la psychanalyse qui est un sacrifice d'argent, là, il faut vraiment payer de sa personne. Moi, j'ai dû tuer un oiseau. Enfin, on m'a donné un oiseau en main, puis il faut appuyer, on nous dit d'appuyer à un certain endroit. L'oiseau tombe, et selon le côté où il tombe, on va vous dire ceci ou cela. Après, ils vous font ce qu'ils appellent le fa, c'est la divination. Ils jettent des coquillages, les coris, vous savez, ces petites porcelaines, là, voilà. Enfin, c'est des coquillages qui s'appellent des porcelaines, c'est pas en porcelaine. C'est des petits coquillages, oui, tout à fait. Ils les jettent dans le sable, et c'est un peu comme le hiki, selon la constellation qui est formée, ils vont vous dire des choses. Voilà. Et bien sûr, les choses qui m'ont été dites, c'est il faudrait faire une initiation. Alors, j'ai fait un tout petit bout d'initiation. Initiation à quoi? Au vaudou? Oui. D'accord. C'est pas vraiment au vaudou, mais c'est un rituel où j'ai dû cracher dans une calebasse, on m'a coupé la moitié des cheveux, on m'a les ongles. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont touillé dans la calebasse, j'ai dû cracher, et puis on m'a déshabillé, et c'était vraiment... j'étais seule avec le prêtre et 2 acolytes, et il m'a dit, maintenant tu vas aller jusqu'à la rivière, avec la calebasse, pour tout jeter dans le fleuve, et ils m'ont mis un pagne que j'ai dû enlever dans la rivière. Alors je vous dirais pas, j'étais pas rassurée, hein, parce qu'avec les 2 acolytes derrière, en fait ça crée des fantasmes très archaïques. Pas tellement d'être violée, mais j'avais peur d'être mangée, je me rappelle. Dans un fleuve, en Afrique, avec 2 gars derrière, interdiction de se retourner, comme Orphée. Enfin voilà, c'était une petite initiation, quoi, quand même. Ils m'ont pas demandé plus. Après, j'avais le droit d'aller dans les cérémonies, d'être amie avec les divinités qui s'incarnaient. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, ce genre d'expérience comme ça? Un grand bouleversement, parce que moi, je suis d'une famille de scientifiques, quand même. Ça paraît totalement irrationnel. Et puis, tout le contexte va avec. Même les gens chez qui j'étais logée, alors que c'était des gens qui ont des professions, genre avocats, juges, etc., me disaient que le soir, ils entendaient les pas de leur sœur morte sur la terrasse, on fait des choses comme ça. Donc, tous les soirs, je téléphonais à mon mari pour me rassurer. Donc, c'est très impressionnant, parce que ces divinités qui s'incarnent donc dans les humains, les transforment complètement. C'est-à-dire, ils ne sont plus eux-mêmes, ils deviennent vraiment le Dieu qu'ils incarnent. Donc le corps se met à faire des performances qui peuvent paraître surnaturelles, en tout cas qu'on ne mobilise pas en temps ordinaire. On voit des vieillards qui se mettent à grimper aux arbres, des choses extraordinaires. Des personnes malades, toutes percluses, qui tout à coup font des danses, des performances vraiment dignes de danseurs de haut niveau. Et puis, ça donne une impression de surnaturel, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est tout à fait bouleversant, dérangeant. Et puis, ça peut faire peur. Bien sûr. On a l'impression d'avoir face à la folie, finalement, quelque part. Non ? Face à... Oui, dans la mesure où on se dit, mais s'ils perdaient leur contrôle. Je me rappelle qu'une fois dans une cérémonie, alors en tant qu'étrangère, on m'avait mise au premier rang. C'était pas grand, et il y avait un danseur là, enfin, c'était pas un danseur professionnel, quelqu'un qui s'est mis à danser, et il était possédé par un dieu tigre. Et ce dieu tigre, il avait un couteau entre les dents, et il passait devant moi, mais vraiment au ras du visage. J'avais vraiment peur. Après, il l'a pris dans ses mains, et il faisait jongler avec son couteau. Ça fait peur, parce que... Mais ils sont comme les somnambules, en fait, vous savez, qui tombent jamais des toits si on ne les réveille pas. Là, c'est pareil. Ils ont une précision, mais ils ne sont pas eux-mêmes. Alors, j'avais fait des petites expériences. J'en avais photographié certains, que je revoyais après dans la vie quotidienne, où ils sont tout à fait différents, évidemment. Et je leur montre les photos, ils ne se reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas. Et oui, parce pour que... eux, c'est le dieu machin chose. Oui, voilà. oui. Donc voilà, c'est assez extraordinaire. Et évidemment, au niveau de la danse, ça leur donne une présence qui n'est pas la leur, qui est celle du dieu. Donc l'autre en soi, c'est très impressionnant, parce que bien sûr, les dieux qui s'incarnent, c'est pas complètement étranger à ce qu'ils sont. C'est vraiment comme l'inconscient dans la psychanalyse. C'est quelque chose qu'on a en soi, mais qu'on ne connaît pas,
Mais quand il prend possession de nous, nous fait faire des trucs, voilà. Mais oui, c'est des états psychotiques, c'est des états de folie. Mais de folie contrôlée, ritualisée. Et puis il y a un prêtre qui surveille tout ça, qui est le garant. Alors pas seulement le prêtre, mais il y a beaucoup d'assistants aussi. En tout cas, il y a un cadre. Ah oui, il y a un cadre très, très important. Tout ça était très étonnant pour moi, qui était une 68arde, voilà. Déjà de voir que tout ça était très codifié, parce que je pensais, comme beaucoup d'occidentaux, que la transe, c'est n'importe quoi, enfin on se laisse aller complètement, pas du tout. Et ces cérémonies, c'est des véritables musées vivants, puisque l'initiation, pour chacun, consiste à finalement s'imprégner de la danse du Dieu, telle qu'elle se fait depuis des siècles. Alors bien sûr, chacun met ses petites variations, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est créatif spontanément, je veux dire. Voilà, mais vraiment, le cadre, c'est la gestuelle du dieu de la guerre. Elle est établie depuis je ne sais combien de temps. C'est-à-dire, il y a une chorégraphie ? Oui, il y a une chorégraphie pour chaque divinité. Ah, donc il y a des pas précis. Il y a des pas précis, des gestuelles précises, des rythmes précis. Et pour les faire descendre... Attendez, France, ça veut dire que chaque personne qui rentre en transe fait exactement les mêmes pas que la dernière fois que le dieu est arrivé. Oui. C'est incroyable. Et quand il s'incarne dans plusieurs personnes, ce qui peut arriver, j'ai fait des vidéos à l'époque, par exemple le dieu de la pluie, qui a un costume rayé en plus, comme des gouttes de pluie. Parce que quand ils sont possédés, on leur met les habits du dieu. Voilà. Et puis un masque, non ? Souvent. Oui, souvent un masque, mais pas toujours. Pas toujours. Okay. Et donc, ils font exactement les mêmes pas. Ils sont 3. Ils font exactement les mêmes pas. Et dans le sable, ça fait des... parce que c'est souvent sableux, le sol. Dans le sable, ça fait vraiment des empreintes absolument extraordinaires. Parce que c'est d'une régularité, on dirait un tableau abstrait, quoi. Donc, ils sont synchronisés. Complètement synchronisés. Et chaque dieu a sa danse. Alors, la danse de la déesse de l'amour n'est pas du tout la même que celle du dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, c'est... Voilà, c'est viril. Vraiment le corps bandé, comme disait Ernst Duplan, voilà. Et donc, et alors dans leur conception de la maladie, c'est le dieu qui envoie la maladie. Parce que, alors il est courroucé, on ne sait pas pourquoi. Souvent, on ne sait pas pourquoi. C'est pas forcément la personne elle-même qui a commis une faute. Ça peut être quelqu'un du groupe, ça peut être un de ses ancêtres. Ça fait penser aux choses de la Bible, voilà, ce sera puni jusqu'à la 7e génération. En tout cas, il ne sait pas quel est le dieu parce que on ne peut pas dire qu'il y a, par exemple, le dieu de la guerre donnerait mal à la tête ou mal au ventre. Il n'y a pas les symptômes qui sont associés. Voilà, ils ne sont pas associés au dieu. Donc il s'agit de diagnostiquer quel est le dieu courroucé pour pouvoir entrer en dialogue avec lui et puis savoir pourquoi il est fâché et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer. Pour diagnostiquer le dieu, ce qui est extraordinaire, parce qu'on va retrouver ça aussi dans le tarantisme en Europe, on fait venir les musiciens et on joue les airs des différents dieux et le public chante les hymnes des différents dieux. Et quand le malade entend, c'est son inconscient qui entend, parce que c'est son corps, c'est pas lui. Il n'est pas, enfin je veux dire, lui il sait pas quel est le dieu, mais il réagit. Il réagit, donc on sait que c'est ce dieu-là. Il est comme appelé ou reconnu. Reconnu. Le dieu est reconnu et il est reconnu par le groupe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser le dieu ? Pour apaiser le dieu, il faut lui faire un rituel. Et ce rituel, ça va être pas que la danse, mais la danse fait partie bien sûr du rituel. On peut dire que la danse, c'est un rituel. La danse, quand elle est sacrée, comme ça, voilà, c'est un rituel. Et le rituel, il faut toujours qu'il soit bien fait. Ça, dans tous les livres d'anthropologie aussi que j'ai lus après, c'est partout dans le monde, si le rituel n'est pas bien fait, le dieu n'est pas content, et ça marche pas. Les symptômes continuent. Alors, on réfléchit beaucoup, nous les art thérapeutes, sur qu'est-ce que c'est aussi un rituel bien fait. Pour moi en particulier, il faut qu'il soit beau. Parce que quand même, c'est le langage des dieux. Alors, on ne fait pas n'importe quoi. Bien sûr. Pour Freud, ce serait la sublimation, c'est-à-dire l'art, en fait. Mais il faut aussi qu'il suive un certain ordre, le rituel. Donc, j'ai un peu découvert tout ça avec un grand étonnement. Et puis, je suis allée aussi au Sénégal, où c'est des variantes de tout ça, mais les principes, c'est toujours les mêmes. On appelle les dieux pour qu'ils viennent sur Terre guérir, puisqu'ils ont cette faculté à la fois de donner la maladie, mais aussi de la guérir s'ils sont contents.
Et les fautes, souvent, ça peut être d'avoir pas honoré l'autel des ancêtres. Et ça m'a aussi plongé dans des abîmes de réflexion, parce que je suis psychanalyste. Ça me faisait penser aussi à la phrase de Jung, qui disait « Nos maladies sont des dieux que nous avons négligés ». Parce que pour les psychanalystes, les dieux sont des symboles des pulsions. Je vous disais, il y a un dieu de la guerre, un dieu de l'amour, partout, dans tous les panthéons. D'ailleurs, avec les étudiants, moi, je leur fais toujours un petit peu rappeler quels étaient les attributs et les prérogatives de chaque dieu grec. Il y avait aussi un dieu de la guerre, Arès, Mars, une déesse de l'amour, Aphrodite, Vénus, un dieu de la beauté, un dieu messager, Hermès. Et il est très important aussi dans tous les panthéons, le messager, parce que c'est vraiment lui qui fait le lien entre les dieux et les hommes. Et le prêtre aussi, bien sûr, fait ce lien. Là-bas, ça s'appelle les Hungans, en Afrique. Et les femmes prêtresses, parce qu'il y a des femmes aussi, tout autant d'ailleurs, les Mambos. On connaît plus, en fait, aujourd'hui, le terme chaman, qui est aussi ce guérisseur qui se met en relation avec les puissances divines. Puissances divines, enfin surnaturelles. Surnaturelles, pas tant que ça finalement, puisque c'est la nature qui est divine. Tout ça, c'est la perspective animiste, c'est-à-dire que derrière chaque chose, il y a un esprit, ou une divinité, ou une âme. Animisme, c'est une âme. Actuellement, on redécouvre beaucoup ce système thérapeutique, parce qu'il est très juste, en fait. Voilà. Alors justement, comment est-ce que vous arrivez avec tous ces voyages pour mettre en place, finalement, votre danse-rythme-thérapie ? Alors, je ne sais pas si c'était pour ça. Peut-être qu'inconsciemment, c'était pour ça. Mais enfin, je voulais surtout finir ma thèse. Avec un sujet qui vraiment me passionnait. Me passionne toujours, parce qu'on n'en finit jamais de travailler ces questions-là. Donc, en rentrant à Paris, je n'ai pas pensé tout de suite à l'expression primitive pour utiliser ça. Ernst Duplan lui-même, qui avait été très influencé par Catherine Denham. Catherine Denham, c'est vraiment une grande pionnière de la danse afro. On appelait ça la black dance aux États-Unis, voilà, la danse afro-américaine. En même temps, elle a été anthropologue et elle a travaillé beaucoup sur le vaudou, justement. Et elle s'inspirait beaucoup des danses vaudou dans ses ballets, dans les années 50. Et Ernst Duplan a été son élève, et donc il a beaucoup travaillé avec elle aussi. Donc votre professeur. Et donc, mon professeur. Et tous les deux, aussi bien Catherine Denham, alors qu'elle est absolument contemporaine de Marianne Chase, qui a inventé la danse mouvement thérapie en Amérique, elle ne se voulait pas du tout danse thérapeute. Elle disait, ah non, moi je suis artiste. C'est la grande question de savoir, est-ce que c'est artiste ou thérapeute ? Ou alors est-ce qu'on peut penser, comme disait le Clésio, qu'un jour on saura qu'il n'y avait pas de médecine, il n'y avait que de l'art. Voilà. C'est pas du tout incompatible. Mais bon, en tout cas, à l'époque, lui, il ne se voulait absolument pas danse-thérapeute, mais artiste. Et j'ai dû quand même réfléchir beaucoup. Le jour où je me suis dit, mais l'expression primitive, ça pourrait marcher, puisque c'est aussi des représentations des pulsions, ces grands archétypes. Puis cette pulsation qui est universelle, le battement du cœur, ces choses qui parlent à tout le monde. Et donc là, je me suis dit, mais on ne peut pas faire du vaudou à Paris, ça c'est pas possible. C'est compliqué. Même si c'est des archétypes, surtout un pays comme la France, quand même, on se serait fait traiter de secte. Et donc j'ai cherché à le théoriser autrement que religieusement. Et avec l'anthropologie et la psychanalyse, c'était relativement facile. Et donc c'est comme ça que ça a démarré, mais il n'était pas trop d'accord, Ernst Duplan. Donc j'ai quand même modifié des choses par rapport à ce qu'il faisait lui. J'ai probablement pas l'énergie fantastique qu'il avait, mais je pense que je suis restée vraiment dans la ligne primitiviste, c'est-à-dire rechercher un essentiel sous les diversités culturelles, vraiment chercher un tronc commun. Justement, alors c'est quoi ce tronc commun ? Parce qu'il y a quand même un processus dans lequel, moi en tout cas, je me suis retrouvée en tant que danseuse amateur, complètement, mais où on ressent ces sensations qui, juste là, je n'arrivais pas à mettre des mots, en fait. Et si je vous suis bien, tout commence finalement par la musique. Tout commence par la musique, et la musique est indissociable de ce qu'on fait, le rythme en particulier. C'est pour ça qu'on a tenu à se différencier de la danse mouvement-thérapie, qui est le courant américain, qui est beaucoup plus basé sur la danse contemporaine. Là, vraiment, le rythme est essentiel, et on est marié avec le rythme. C'est jamais un bruit de fond, il n'est pas là pour décorer, il est vraiment constituant même du mouvement. C'est la colonne vertébrale. Oui, c'est la colonne vertébrale. Alors, la pulsation, sur laquelle il insistait beaucoup, toujours joué au tambour. Donc la pulsation, c'est le battement. Et on retrouve ça dans toutes les musiques populaires.
C'est Souriau qui met l'esthéticien Souriau, qui met sur le même plan les danses populaires et les danses tribales, primitives. Parce que justement, elles ont ces points communs, qui sont cette répétition de la pulsation, le balancement, qui lui renvoie plutôt au souffle respiratoire, le va-et-vient. On inspire, on expire, on expire. Et dans la danse, on va faire un déplacement vers la droite, un déplacement vers la gauche. Dans les danses populaires, c'est beaucoup ça. Hein, Tout à fait. Ou en avant, en arrière, enfin bon. Et donc, quand on fait ça même avec des patients, puisque maintenant ça se fait beaucoup dans les hôpitaux, y compris avec des patients parkinsoniens. J'ai une ancienne élève, Svetlana Panova, qui fait ça à l'hôpital de la Salpêtrière. Elle a des résultats extraordinaires. Parce que les patients découvrent que finalement, ils avaient ça en eux. C'est inné. Et très souvent, c'est absolument inné. Et très souvent, ils font ça tout naturellement. Voilà. On leur fait taper un rythme d'une musique simple. Voilà. Tout le monde peut le faire. Même les psychotiques dans les hôpitaux, tout le monde peut le faire. Après, on les fait balancer sur cette musique. Et ils disent, mais finalement, on savait danser. Tout le monde sait danser, Tout finalement. le monde sait danser. Et j'aime beaucoup ce que vous dites. Vous dites, tout le monde est danseur parce que vivant. Et parce que, ayant passé déjà 9 mois dans le ventre de la mère, où il a été pulsé par le battement du cœur de la mère, donc pulsé, impulsé, massé rythmiquement et balancé par la respiration, le souffle de la mère. D'ailleurs, les Grecs qui avaient tout compris disaient que Dionysos, qui est vraiment le dieu qui représente l'être humain, en fait, hein, à la fois mortel, chacun est mortel, mais immortel quant à son espèce. Il dansait déjà dans le ventre de la mère, mais on a tous fait ça. On a tous été d'abord dansés, et ensuite, on s'est approprié ces mouvements. Parce que c'est ce que fait la mère après. Toutes les mères du monde, voilà, ont inventé ce procédé absolument génial, qui est de s'appuyer sur ces rythmes qui sont des rythmes biologiques, naturels, le battement du cœur que le fœtus a perçu pendant 9 mois. Et après, ça va tout naturellement dans les chansons, dans les berceuses. La berceuse, j'ai l'habitude de dire que c'est la première danse qu'on a connue dans les bras d'un autre humain. Voilà. C'est tout à fait ça. Vous dites, ça met des mots sur ce qu'on ressent. Mais effectivement, je pense que c'est ça que les gens ressentent. Ils revivent quelque chose qui est une mémoire archaïque que nous avons tous en nous. Et ensuite, on s'aperçoit que de le faire avec d'autres, ça crée un autre nouveau corps, un grand corps commun, qui est ce sentiment d'appartenance à un groupe. À une communauté. Une communauté. Donc il faut que le geste soit répétitif, le rythme soit répétitif. Ce qui a en plus l'intérêt de mettre les gens dans cet état second, très enthousiaste. Cette transe dont on parle, oui, c'est qu'on retrouve finalement dans Voyage. Exactement, voilà. Donc on voyage dans son inconscient, quelque part. Et ça libère complètement l'esprit, effectivement, on peut voyager. Le geste devient complètement automatique, comme le battement du cœur. Heureusement, on n'a pas besoin de réfléchir pour faire battre son cœur. Ça continue tout seul. C'est pareil, ces gestes simples, répétitifs, ils continuent tout seuls. Oui, parce que ce que vous dites dans votre livre, c'est que finalement, cette musique répétitive va faire que tous les organes vitaux vont finalement se synchroniser à cette musique. Et c'est incroyable. Ça ne veut pas dire qu'ils vont battre au même rythme, mais ils vont s'accorder. Ce qui est différent. Oui. Ouais. Comme l'enfant s'accorde au rythme de la mère, comme voilà, l'accordage, c'est très important. Et on s'accorde du coup aussi émotionnellement. Et finalement, on fait qu'un. C'est un peu ça qui fait que on passe de cette synchronisation à la transe. Qu'est-ce qui fait le passage entre ok, j'entends cette musique, elle me rappelle sans doute, comme vous dites, quelque chose de très très ancien, très archaïque. Je suis de manière innée danseur, je danse, et ça m'amène à un état d'exaltation. Sauf qu'on ne se dit pas tout ça. Bien sûr. Non. On le sent, et pour vous qui parlez des sens de la danse, le sens, c'est pas la signification, c'est quelque chose qui nous vient d'avant les mots. Donc, c'est pas quelque chose de formulable, c'est ce que Lacan appelle le réel, qui ne peut pas se dire, mais qui peut se musiquer, se chanter, se dessiner. Donc c'est une des bases de l'art-thérapie, hein, cette idée-là, bien sûr. Mais ça ne peut pas se traduire en mots raisonnables. Bien sûr, on peut dire, oui, ça évoque le battement du cœur, oui. Mais ce que ça nous fait à nous, ça nous renvoie à des choses tellement profondes et qui viennent de si loin, bien avant notre naissance, hein, et qui vont en plus se poursuivre après notre mort. Et tant mieux.
C'est heureusement, enfin, si l'homme fait pas trop de bêtises. Et justement, comment ça se fait que cette transe, vous dites qu'elle a des bienfaits? C'est quoi ces bienfaits? Au niveau scientifique, ça a été prouvé. Oui, tout à fait. Déjà, ça revivifie. Et je pense qu'il y a aussi une dimension symbolique, inconsciente, parce que le battement du cœur, vous savez que le bébé, après la naissance, ce que fait la mère, si l'accouchement n'a pas été trop médicalisé, elle met l'enfant contre son cœur. Et c'est très important pour l'enfant. Ça l'aide à avoir envie de vivre. Parce que tous les nourrissons n'ont pas forcément envie de vivre. Et donc c'est très important le contact avec ce battement du cœur, avec cette pulsation. Ça revigore complètement. Est-ce que c'est parce qu'on fait le rapprochement avec le battement du cœur ou est-ce que c'est plus physique que psychique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fonctionne énormément. Et en effet, les gens, quand ils entendent la pulsation, il y a quelque chose qui se passe. Quand je dis la pulsation, ça veut dire vraiment une régularité. C'est la cadence. Ce battement du cœur, c'est comme le geste des rameurs. C'est un va-et-vient qui se répète comme le souffle respiratoire. C'est à partir de ça que vraiment, il y a une énergie qui se... D'ailleurs, Dionysos, qui est le dieu du rythme, c'était Eros en même temps, la pulsion de vie. Ce que les Grecs appelaient Eros, c'est la pulsion de vie. Donc c'est la libido, mais pas que sexuelle, bien sûr. Le sexe, il est embarqué là-dedans, mais c'est vraiment la vie. Le désir de vivre, et même de survivre, je dirais, puisque c'est l'amour aussi, voilà. Ce qui se transmet aussi aux descendants et qui font que eux aussi vont vouloir transmettre, etc. Et ces danses-là ne sont pas des danses tristes. C'est au service de la célébration de la vie. Et pas forcément que de sa vie personnelle. Oui, parce qu'on est en groupe, donc on se connecte à l'autre. On se connecte à l'autre, et on sait que pour chaque individu, ça va finir un jour, mais que ça va continuer avec les générations suivantes. Et c'est pas qu'une transmission biologique, c'est aussi une transmission culturelle, parce que ce que la mère transmet à l'enfant, quand elle le berce, par exemple, ou elle l'allaite, mais elle l'allaite en même temps, elle chante, elle parle, etc., elle lui transmet de la culture en même temps. Donc c'est un processus tellement naturel et anthropologique, je pourrais dire, et qui a été sélectionné par la sélection naturelle, puisque ça fait des... C'est Castoriadis qui disait que ça doit faire 3 millions d'années que les mères bercent leurs bébés, parce que déjà les mamans singes le font aussi avec leurs bébés, sauf que ça prend sens chez l'être humain différemment, évidemment. Donc on commence par là, perception du battement du cœur, union avec la musique, synchronie avec le groupe. Et puis, quand ils disent on savait danser, on dit non, il manque quand même quelque chose, c'est les gestes. Et souvent, on commence par les paroles de la chanson qu'on est en train de chanter, tout simplement. Parce que les patients, ils ne savent pas quoi faire. Si vous dites à des patients d'improviser, alors là, c'est la panique vous avant. les angoissez. Mais oui, c'est vraiment, il faut le savoir, ça, parce qu'il y a des danse-thérapeutes qui pensent toujours qu'il faut faire de l'improvisation, alors que c'est une partie infime de ce qui fait vraiment thérapie. Et en tout cas, les patients, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ça, c'est clair qu'ils ont besoin d'abord de se relier aux autres, parce qu'ils crèvent de solitude, ou ils sont enfermés dans leur bulle, ou dans leur dépression. Ils ont besoin de se relier aux autres. Et puis, ils ont besoin de mettre du sens dans ce qu'ils sont en train de vivre, et à ça que servent les gestes. Par exemple, récemment, on était parti d'une berceuse haïtienne qui différencie le rôle du père et de la mère. Mais comme fait dodo cola mon petit frère, maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui fait du chocolat. Il y a toute une éducation dans ces chansons, par les mots, par le fait qu'on met de la différence. Voilà. Il y a un père, il y a une mère, et ça ne veut pas dire un papa et une maman, mais on met de la différence. On ne fait pas la même chose. Si on envoie le geste en haut, il n'est pas en bas, etc. Donc c'est très important de créer de la différence. La berceuse déjà, ça crée de la différence. Droite-gauche, un temps pour aller, un temps pour revenir. Ça crée de la différence. Mais c'est implicite. C'est-à-dire, on ne dit pas aux gens, on est en train de vous créer de la différence, parce que ça va organiser votre pensée, ça va organiser votre relation à l'autre. Mais le fait est que ça fait ça. Puis après, on met des gestes qui sont du langage, en fait. Si on fait le guerrier, on fait le guerrier. Et puis, on ne va pas s'amuser à interpréter contre qui tu es en train de te bagarrer, là. Surtout pas, c'est pas de la psychothérapie. L'art-thérapie, ça passe par l'inconscient. Ça s'adresse à l'inconscient. Et ça reste au niveau inconscient. Ça, vraiment, j'y insiste beaucoup, parce que l'art-thérapie, c'est pas de la psychothérapie, à mon avis. Et donc, on met très peu de mots, d'ailleurs, dans cette histoire-là. Ou quand on met des mots, c'est des mots mythologiques. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, le guerrier, là ?
Donc on va prendre un mythe, par exemple, ou des héros. Oui, finalement des icônes, des personnages dans lesquels on peut s'inspirer. Se reconnaître, Se s'inspirer, reconnaître. c'est ça. Donc ça donne l'occasion d'exprimer toutes sortes d'émotions refoulées. Prends le guerrier, par exemple. Ça permet en effet de sortir. Les gens vont tout de suite penser agressivité, mais c'est surtout déjà affirmation de soi. Au point qu'il y a des personnes qui ont la maladie de Parkinson, par exemple. La première fois que j'ai fait devant des médecins, avant que cette forme de thérapie entre dans les hôpitaux, j'avais 2 personnes en fauteuil roulant qui se sont levées. Wow. Parce qu'ils voulaient faire les guerriers. Ouais. Souvent, je fais 2 tribus, une de chaque côté, très contrastées. Par exemple, les guerriers et les princesses. Là, ce jour-là, ils avaient voulu faire ça. Alors, les princesses avaient trouvé des gestes gracieux, etc. Et puis, les guerriers ne savaient pas quoi faire. Et ils m'ont dit, mais... tu sais faire le haka des Polynésiens? Moi, je ne sais pas bien le faire, mais j'ai fait un truc. Hey, ya, 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 hey, ya, 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 Et bien, ils ont commencé à faire ça. Et galvanisés, ils se sont... C'est même pas de l'agressivité, c'est de l'affirmation de soi. C'est le réveil de la pulsion de vie. Donc, on fait toutes sortes de figures comme ça. Et puis, c'est plus ou moins adapté aussi au niveau possible des gens. Bien sûr. Avec les adolescents, on peut faire des choses plus complexes, déjà. Des enchaînements, des choses comme ça. Parce que maintenant, les adolescents sont très rythmiques. De toute façon, la musique qui marche le mieux actuellement, c'est le rap. Et le hip-hop, c'est très intéressant parce que j'ai raconté ça dans Le Besoin de danser, c'était une thérapie spontanée que se sont inventés ces gens des ghettos pour exprimer leur violence, plutôt que de se taper dessus ou de taper sur les flics, de faire cette musique qui est effectivement très saccadée, très énergique, et cette danse très saccadée, très énergique. C'est un bel exemple de sublimation. Alors là, Freud, il aurait été ravi. On peut utiliser le rap comme une danse populaire, finalement. Tout à fait, c'est la fonction des danses populaires d'autrefois. Sauf que les danses populaires d'autrefois, elles avaient un sens dans un contexte culturel qui n'est plus du tout celui d'aujourd'hui. Donc, à mon avis, ça ne suffit pas pour faire danse-thérapie. Les danses populaires, même si elles ont des tas de qualités, effectivement, de réveil de la vie, de socialisation... Mais au niveau symbolique, au niveau d'un langage vraiment qui prend en compte les problèmes d'aujourd'hui, c'est peut-être pas l'idéal. Enfin, bon, je dis ça. Ouais. Si justement on fait le parallélisme avec ce que vous proposez, vous mettez aussi donc cette symbolisation donc, oui. Qui fait les archétypes, les personnages, qui va faire la différence, c'est ça? Avec les danses traditionnelles. Oui, c'est aussi que la pulsation, elle a plus d'énergie parce qu'elle a quand même cette origine africaine. Il faut savoir qu'en Europe, nous, on a été victimes d'une grande répression de nos danses populaires. Il y a Pierre Legendre qui a fait toute une étude là-dessus. Vraiment, c'était très important. Pas seulement le clergé. On dit toujours c'est le clergé, mais c'était aussi le roi qui a voulu chasser complètement la culture paysanne. Les jacqueries, tout ça, voilà. Et donc, on a affadi vraiment nos danses par rapport à ce qu'elles étaient au temps du Moyen-Âge. Et toute cette richesse, du coup. Oui, il y a tout un terreau populaire qui est vraiment cet enracinement à la terre, ce côté primitif, a disparu de nos danses. Alors qu'on en avait besoin et qu'on s'appuyait, finalement. On en avait besoin. Et on a besoin de trance. Alors on en trouvait quand même dans la valse, dans les quadrilles, tout ça, c'est quand même très exaltant. Mais ça ne va pas aussi loin que la primitivité. Donc, c'est grâce à cette primitivité qu'on arrive justement à cet état de conscience modifié. Et cet état de conscience modifié, il va amener quoi, concrètement? Qu'on soit malade ou pas, j'ai envie de dire. Ah oui, bien sûr, en danse-thérapie, on n'a pas que des malades. On est d'accord. Et nous-mêmes danseurs, je pense que forcément, si on est amené à replonger toujours dans la danse, c'est bien que ça nous fait du bien. Et c'est pour ça qu'on est aussi passionné, pour ne pas dire des fois où on attend notre dose. Vous voyez ? Tout à fait. Non, mais tout à fait. On peut être addict à ça, d'ailleurs. Mais je pense l'être, moi, en tout cas. Mais bon, voilà. Vous allez dans les rave parties? Non, moi, j'aime ça. Pas forcément des rêves, mais l'électro, je vois très bien. Ouais, moi aussi, j'adore. Ouais. Où il y a effectivement ces basses, où on commence effectivement à sortir, où on sent une espèce de transe, effectivement. Et comme vous dites, il y a cet effet de groupe. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'y aller tout seul. Danser seul chez soi, ça n'a pas d'intérêt. Je suis tout à fait d'accord. Combien de fois je l'ai dit ça à des gens qui me disaient « Ah non, mais ils dansent, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. » Enfin,
Sauf qu'on ne fait pas ça dans sa chambre. Jamais. Et je pense qu'il se passe quelque chose de très important qu'on vit aussi en expression primitive. Il y a une dénarcissisation, et Dieu sait qu'on en a besoin actuellement parce qu'on est une société terriblement narcissique, égoïste, individualiste. Et il y a une communion autour de quelque chose d'essentiel qui est la source de la vie. Il y a même des rêveurs qui se collent à la pulsation. Ils deviennent cette vie, cette source de vie, au point de se démolir les oreilles en toute connaissance de cause. Ils le savent, qu'ils se font du mal, mais ils sont aspirés par ça. Effectivement, et donc on a besoin de ça, d'autant plus quand finalement ça va mal, c'est le meilleur médicament finalement. Oui, d'ailleurs, c'est toujours dans les périodes de crise ou de guerre qu'on danse le plus, parce que on est trop content d'être encore vivant, quoi. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie de notre échange avec Franz Scott Billman. Ce voyage nous a montré à quel point le rythme et le mouvement sont ancrés en nous depuis toujours, depuis notre premier battement de cœur. Elle nous a montré aussi combien la danse peut être une véritable source de guérison. Alors que vous soyez danseur aguerri ou simple amateur, souvenez-vous, la danse est un langage instinctif, un retour à l'essentiel, un moment où l'on s'abandonne pour mieux se retrouver. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre cette plongée au cœur du mouvement. D'ici là, si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.